Zap Crypto, c'est tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Bienvenue chez vous les zappeurs et zappeuses. Alors pour ceux qui ne savent pas, j'ai perdu, on va dire en 24 heures, de vendredi à samedi, j'ai perdu quasiment tout mon patrimoine, environ 300 000 $, ce qui représente à peu près plus de 80% de tout ce que j'ai, parce que je suis full crypto. Alors pour ceux qui peut-être n'auraient pas encore vu cette vidéo, pour la résumer de manière très simple, j'ai fait le con, j'ai pris des risques, et comme beaucoup, je me suis fait liquider. Il y a eu entre 20 et 30 milliards de liquidations, donc vraiment c'est un truc historique. C'était imprévisible, mais en définitif, c'est moi qui ai choisi de mettre l'argent où j'ai voulu le mettre, avec les risques que ça comportait. Également aussi, j'ai pris du levier, et donc le seul coupable à la fin, même s'il y a manipulation, il y a bug de sexe, il y a tout ce que vous voulez, bah, au final, je peux en prendre qu'à moi-même. Et forcément, vous en doutez, eh bien, c'est compliqué de rebondir. Surtout qu'en fait, moi, je suis pas salarié, et donc en gros, je suis indépendant, et je gagne ma vie grâce à mes investissements depuis pas mal de temps, depuis environ un an et demi, un truc comme ça. Et avant ça, je gagnais ma vie principalement grâce à YouTube et aux différents partenariats. Bref, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, je dois rebondir, je dois passer à l'action. Aussi, je voulais revenir là-dessus, sur notamment les leviers. J'ai vu un truc hier et ça m'a un peu ouvert l'esprit, c'est que les particuliers désormais sont hautement leverage, donc beaucoup utilisent les leviers. Pourquoi? Premièrement, ils se sont fait rincer. Deuxièmement, ils ont beaucoup perdu sur des FTX, des Terra Luna, etc. Donc on est vraiment dans cette dynamique d'essayer de se refaire, et c'est exactement ce qui vient de se passer là avec les 19 milliards qui se sont fait liquider, 1,6 million de traders liquidés. Donc c'est vraiment des drames humains au-delà des drames financiers. Et aujourd'hui, Kyongju mettait en avant une autre data que j'ai pas encore partagée aujourd'hui sur Twitter, sur le fait que les leviers représentent à peu près 2000 $ en moyenne, comparativement à 1 an, 2 ans, 3 ans en arrière, où on était plutôt sur du 6000. Donc on a divisé par 3 le pool qui est engagé notamment par les particuliers du côté des leviers. Donc pour résumer le truc, ils ont beaucoup moins d'argent à investir, ils se sont fait complètement rect, et ils prennent de plus en plus de risques pour compenser le fait qu'ils mettent moins d'argent sur la table. Et c'est ce qui crée des décalages complètement monstres comme on a eu récemment. Donc une fois de plus, je ne peux que vous inviter à rester sur le spot, à accumuler vos précieuses petites poussières de Bitcoin, vos précieuses petites poussières de Ether pour ceux qui veulent prendre un tout petit peu plus de risques aussi. Et on a vu que sur ce cycle, bon, Ether, c'était pas très payant, ça sera peut-être pas toujours le cas, mais en tout cas, au long terme, faites très très attention à ceux qui font des leviers. On a encore eu l'exemple avec Monsieur Rabbit qui a perdu, je crois, 300 000 $, alors qu'il avait un levier à peine en x2, et il a suffi d'une mèche de moins 50% du côté de Binance et d'autres échangeurs pour complètement lui faire perdre tout son argent. Si on regarde le post de Swissblock, il nous montre à quoi ressemble vraiment une vraie capitulation, et on le voit par exemple sur FTX, sur les pertes réalisées sur le Bitcoin, on le voit aussi sur Celsius ou Terra Luna. Là, on n'a rien ou quasiment rien. Donc pour eux, ce n'est pas une capitulation, c'est plutôt un vrai reset. Et c'est corrélé parce que disent également Glassnode juste plus haut. Et en ça, tant mieux, ça reste vraiment un gros avantage de savoir que le marché n'est pas en train de se retourner, que pour l'instant, c'est vraiment un gros nettoyage de levier. Alors, est-ce que ça doit nous rassurer à 100% et partir en Pas vraiment. Il va falloir être attentif aux data par la suite. On sait que les Black Swan peuvent retarder une tendance, mais cette tendance, vous le savez, pour moi, elle arrive vraiment à maturité les semaines qui arrivent. J'espère juste que ça ne va pas anticiper cela. Et pour cela, je vais me mettre de nouveaux points d'invalidation que je ne vous avais pas dit avant, à savoir s'il y a des choses très suspectes comme un exchange qui coule, comme des gros acteurs qui se retirent du marché sans trop dire pourquoi. Là, ça sera des nouveaux points d'invalidation. Ensuite, BlackRock qui dit qu'il va lancer carrément sa propre blockchain sur de l'asset tokenization. Moi, je le vois comme quelque chose de pas très bon, parce que tout le monde se disait, bon, BlackRock va forcément se placer sur une blockchain existante. Bon, j'ai du mal aujourd'hui. Je le vois comme quelque chose de pas génial. Ils développent leur propre technologie. C'est effectivement une firme qui fait 13,5 trillions. Ils ont énormément de data aussi. Avec Aladdin, leur intelligence artificielle interne, du coup, Aladdin se nourrit des datas de ses clients, c'est-à-dire que c'est un deal, et BlackRock est
pas con pour ça, au sens où BlackRock achète des actions pour vous, mais il récupère le droit de vote, il récupère l'influence qui va avec. Mais aussi, BlackRock fournit de l'analyse de data à Amazon et compagnie, toutes les plus grosses boîtes du monde, hein, en gros. Mais avec ça, et avec le supercomputer qu'ils ont, qui est, je crois, dans l'Arizona, qui s'appelle Aladdin, et ben ils computent cette data, donc cette data est gratuite pour eux. Ils peuvent donner les tendances finalement financières. C'est comme ça qu'ils ont découvert entre guillemets cet énorme intérêt qu'il pourrait y avoir pour la crypto dans le futur. C'est grâce à Aladdin. Aladdin leur a dit red flag, regardez la crypto. C'était au moment bien sûr de 2021 et là à partir de là, Larry Fink a vraiment fait l'analyse de tout ce qui se passait là-dedans et il a dit mais ce truc là en fait c'est le turfu. On y va, all-in. C'est là qu'il a commencé à racheter à bail-out un peu Core Scientific, qu'ils ont commencé à placer ses idées et ils ont poussé alors que à l'époque c'était complètement impensable d'avoir un ETF spot Bitcoin. C'était ok sur les futurs mais pas ok sur le spot parce que ça aurait poussé le prix vers le haut. Hein. C'est un mécanisme d'achat de vrai Bitcoin dont on parle. La SEC avait dit ok, on fait du spot Bitcoin mais on le fait en cash et pas in kind. Et là on vient de passer encore mieux au spot ETF in kind. Pour moi, c'est un gros virage qu'on a fait là, il y a quelque chose comme à peine un mois. Une news dont j'avais oublié de vous parler hier, c'est la version 30 de Bitcoin Core, qui est le logiciel central qui fait tourner tout le réseau Bitcoin, vient de sortir avec un changement très controversé, qui est la limite dans OP Return. Globalement, c'est quelque chose qui permet maintenant d'inscrire plus facilement des données sur les blocs du Bitcoin sans passer par des solutions de contournement telles que le faisait le protocole des Ordinals, etc. Donc c'est quelque chose qui était très controversé parce que ça facilite d'une certaine manière le stockage d'informations sur la blockchain. C'est passé. Et là, la question, c'est est-ce que ça va être adopté? Ce logiciel, est-ce qu'il va être adopté par les mineurs de Bitcoin? Pour l'instant, on n'a pas du tout d'adoption massive. On va voir petit à petit. Il y a un autre, on va dire, un fort concurrent qui s'appelle Bitcoin Notes qui, lui, n'intègre pas ce changement. Donc, c'est à suivre parce qu'on est en train de voir un peu la décentralisation du Bitcoin. Si les développeurs de Bitcoin Core décident de faire un changement, est-ce qu'au final, ça va bien être mis en place par les validateurs, par les mineurs, etc. C'est ce qu'on est en train de voir actuellement et ça serait limite un signe positif si ça n'est pas mis en ligne, ça voudrait, enfin, si ce n'est pas déployé massivement, parce que ça voudrait dire au final que les changements qui n'ont pas de consensus n'ont au final aucune chance d'être adoptés sur le réseau Bitcoin. Mais est-ce que Solana ne paraît pas plus brillant dans le sens shiny, pas clever, que Ether avec un meilleur rendement en stacking, des perfs et un coût plutôt faible? Alors, en fait, il faut bien comprendre qu'à chaque fois que vous avez du stacking avec des rendements qui sont élevés, c'est dans la très grosse majorité des cas des injections en fait de nouvelles liquidités sur le marché, ce qui fait que ça dump sur long terme. Ça fait une pression vendeuse sur long terme sur le prix. Tous les protocoles aujourd'hui qui fonctionnent sur ce mécanisme-là, quasiment tous, à 99%, fonctionnent sur ça, sur l'injection de nouvelles liquidités. Ce qui fait qu'en fait, le prix est suppressé en permanence. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des performances qui sont plus intéressantes sur Solana que sur Ethereum, simplement qu'il y a les mêmes coins encore qui traînent sur Solana. Cette blockchain sert que à ça. Après, à côté de ça, les applis sont éclatées sur la blockchain Solana. Ça, c'est une réalité. Vraiment, je vous invite à le tester. Et les perfs, elles sont pas là. Au moment où je tourne cette vidéo, on est encore dans cette narrative de droit de douane. Cette nuit, la Chine a indiqué être prête à se battre jusqu'au bout. Seulement, on n'est pas dupe. On sait très bien qu'entre la Chine et les États-Unis, à un moment ou à un autre, ils finiront par trouver un accord. Et pour preuve, sur Polymarket, les parieurs estiment qu'il y a seulement 15% de chances que les États-Unis mettent des tarifs à 100% sur la Chine au 1er novembre 2025. Alors même si les marchés traditionnels ont réagi assez fortement vendredi à cette nouvelle, ils n'ont de leur côté pas vraiment plongé. On a assisté clairement à une manipulation de marché ou peut-être à ce que l'on peut appeler une attaque massive. Notre petite news intéressante, c'est du côté d'Elon Musk. J'aimais la photo, il fait yeah. Bon, Elon Musk qui a fait un petit post, il a vanté la capacité du Bitcoin à protéger les investisseurs contre la méchante impression des monnaies fiat. Et donc, il nous dit que le Bitcoin pourrait augmenter et que la prochaine course est financée par le gouvernement par rapport à l'intelligence artificielle. Et là, c'est très intéressant. Tu vas comprendre ce que je veux dire. Bon, donc il a fait l'éloge de Bitcoin. D'abord, le Elon Musk, comme quoi il est basé sur la preuve de travail, donc basé sur l'énergie. Ça résiste à l'inflation, c'est immunisé contre l'impression de la monnaie fiat.
Parce qu'il n'est pas possible de falsifier l'énergie. Bon, ça on le sait, c'est pourquoi on aime le Bitcoin Proof of Work, c'est ce que je déplore beaucoup pour Ethereum, pourquoi Ethereum n'est pas resté Proof of Work, tout ça pour pas consommer trop, tout ça. Qu'est-ce qu'on s'en... Bon, et donc, pas dire qu'est-ce qu'on s'en fout, je vais me faire taper par les écologistes. Mais tu comprends bien qu'un Proof of Work, ça a beaucoup plus de décentralité, d'attrait, je sais pas de ce que tu veux, qu'un Proof of Stake. Bon, bref. Et donc, il a fait l'éloge du Bitcoin, il nous dit... C'est pourquoi Bitcoin est basé sur l'énergie. Vous pouvez émettre de la fausse monnaie fiduciaire, donc du faux dollar, tu vois. Et tous les gouvernements de l'histoire l'ont fait, mais il est impossible de falsifier l'énergie. J'avais quand même une dernière petite chose à vous montrer. C'est ceci. Binance verse 283 millions de dollars d'indemnisation à ses clients après la liquidation forcière. On parle ici du TPEG de son stablecoin, qui avait des PEG de près de 45%. C'est pas 283 millions de dollars qu'il faudrait payer, c'est plus près des 19 milliards de dollars qu'il faudrait rembourser, puisque effectivement, ça vient bien d'eux. Même s'il dément catégoriquement, ma seule question que je peux me poser, c'est est-ce que oui ou non, ça va lancer une enquête sur Binance? Ça peut être franchement catalysant. Parce que c'est joli les preuves de réserve, etc. Mais bon, c'est arrivé comme c'est parti. Maintenant que Bitcoin est à 120 000 dollars, tout le monde s'en fout des preuves de réserve. Quand c'était FTX, c'était un petit peu la mode. Est-ce que, franchement, ils sont plus propres que propres aujourd'hui? Je pense pas. Posez-vous la question, est-ce que depuis 2008, les banques, les grandes banques systémiques, sont plus propres que 2008? Non, elles sont moins propres que 2008. Tout comme probablement les échangeurs centralisés sont beaucoup moins propres que 2008. Donc, diversifiez. Donc, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Si vous avez que du Binance, ne vous faites pas coincer si jamais il y a un souci et vous connaissez la règle de CZ. Si jamais il y a un problème, il coupe tout, il gèle les retraits. Il appuie sur le bouton. Ça, c'est la technique CZ. C'est pas nouveau, il a déjà fait en 2017. Bybit le fait moins. Jusqu'à preuve du contraire, ils se sont fait attaquer pour près de 1,9 milliard de dollars du côté de Lazarus en Ethereum. Et ben, il a tout simplement laissé les retraits. L'inflation est toujours à 2,9%, au-dessus de la cible de la Fed, mais les taux devraient pourtant continuer de baisser de manière à soutenir le marché du travail. Une baisse de 25 points de base est dans les tiroirs pour fin octobre. Cet événement est lui aussi capital pour la suite, et c'est là qu'il y a un risque énorme que personne ne voit venir. Imaginez, le marché est convaincu à 96-100% que la Fed va baisser les taux. Si elle ne le fait pas, ce serait un deuxième signe noir en 2 semaines et le choc serait total. Ce genre d'événement va dans le sens des scénarios neutres ou baissiers évoqués précédemment. Autre signal inquiétant, le pétrole. Actuellement, le prix du baril WTI tourne autour de 59,62 $. Nous sommes sur des niveaux de ralentissement économique. Qui dit ralentissement économique dit récession. Et si récession il va devenir vraiment difficile d'envisager de nouveaux sommets sur nos cryptos préférés. Cela correspondrait même au début du marché baissier. Faisons le calcul du pire scénario. ATH pour ce cycle, 126 000 $, bottom possible de fin de marché baissier après une baisse de moins 70%, on revient au palier des 40 000 $ sur Bitcoin. On va éviter d'imaginer où seront nos altcoins préférés avec un Bitcoin à 40 000 $. Parce que si vous trouvez ce scénario terrifiant, attendez. Là, le marché maintenant pense qu'il est plus probable d'avoir 4 baisses des taux d'ici le 28 janvier 2026. Donc une baisse au prochain FOMC, encore une baisse et encore une baisse. Donc les 3 prochains FOMC, le marché voit la Fed baisser les taux à chaque fois. Pas sûr pour le 28 janvier, ça bouge assez souvent, des fois ça monte, des fois ça baisse. Mais plus les marchés vont baisser, plus on va pricer des baisses des taux. Et c'est pour ça que je maintiens ce biais long terme haussier sur les indices. Je pense que tous les dips sont des opportunités d'achat. Trump nous a donc sauvés dimanche soir, et comme il va bientôt rencontrer Xi pour régler tout ça, en théorie, on se dit que le pire est derrière nous. Le vrai test maintenant, ça va être la saison des résultats, parce que le shutdown continue, donc zéro stat économique, rien, que dalle, pas de CPI, pas de PPI, pas d'emploi, pas de visibilité. On va devoir se contenter des bilans d'entreprise pour deviner l'état du monde en se basant sur les communiqués de presse de BlackRock et des autres. Et alors aujourd'hui, ils sont tous de sortie. BlackRock, JP Morgan, Citi, Wells Fargo, Goldman, Johnson & Johnson et Domino's Pizza. Rien à voir avec les banques, mais ils sont quand même de sortie. Les analystes n'ont pas prévu de révision à la baisse. Le consensus, il est dans la stratosphère, et dans ce marché, bien ne suffira plus. Il faudra faire de l'exceptionnel pour pas se faire défoncer la tête. Pendant que Wall Street sablait le champagne hier, on notera que l'Europe a trinqué à l'eau gazeuse. À Paris, le cornu essaye toujours de faire voter un budget dans une assemblée où personne ne peut le blairer et où il doit composer avec la minorité socialiste pour ne pas mourir. Et pendant ce temps-là, Macron joue les diplomates au Moyen-Orient entre humiliation publique signée Donald Trump et explication aux journalistes comme quoi lui il est parfait et que c'est tout de la faute des autres. Heureusement que la finance se fout de la politique parce que sinon
le CAC serait déjà en dépression nerveuse. Alors, comme toujours, allons droit au but et commençons comme toujours par le Bitcoin sur l'intervalle journalier. Ce qu'on peut constater, c'est que depuis le crash, on a eu un rebond assez intéressant et maintenant on est une fois encore en train de rechuter. On est supporté actuellement par la ligne orange des 112 000 $. On va donc voir si ça va pouvoir supporter le cours du Bitcoin sur la chandelle. Alors pour le coup, dans la vidéo d'hier, je vous ai parlé du fait que généralement, durant ce qu'on appelle les flash crash, les rechutes éclairs, ce qui survient, c'est que on vient retester la zone qu'on a pu atteindre précédemment. Alors, on est en train de se diriger vers ceci actuellement pour venir retester la même zone, mais généralement, ce qui arrive après ce retest, c'est que finalement, on récupère une nouvelle dynamique haussière. Other, donc vous savez que Other, c'est le graphique de tous les altcoins excepté le top 10. Voilà, donc vous n'avez pas les stablecoins, vous n'avez pas le top 10, vous n'avez pas BNB, vous n'avez pas Solana, vous n'avez pas XRP, vous n'avez pas, quoi dans le top 10, Link, etc., etc. Donc c'est tous vos autres petits altcoins, tous ceux que vous voulez qui montent. Et c'est ce graphique qui vous donnera le signal de la vraie altcoin saison, là où tout pump. Parce que pour le moment, vous voyez bien que depuis janvier 2022, le début du bull market, on fait que baisser, on a une belle trendline. Alors oui, il y a eu des petits rebonds. Et d'ailleurs, je vais vous montrer quelque chose. Vous voyez que le plus gros rebond qu'on a eu, c'est en janvier, février, mars 2024. Ensuite celui-là. Et en dernier, celui-là, le plus faible. Je peux vous montrer. Vous voyez, 67%. 55%. Et celui-là, 40%. Donc cette mini altcoin season qu'on a eu là, c'est la plus faible. Alors que, si on va sur la Bitcoin dominance, la mini altcoin season qu'on a eu là, c'est la plus forte. Vous voyez bien, je n'ai même pas besoin de prendre les mesures, vous voyez bien qu'elle est beaucoup plus forte que celle-là, et beaucoup plus forte que celle-là. Je vais quand même vous montrer au cas où il y en a, ils préfèrent... voilà, comme celle-là, c'était la deuxième plus grande. On parle de 10,93%, alors que là, on parle de 13,26%. Donc c'est bien la plus grande. Pourquoi? Tout simplement parce que ce graphique est trop impacté par le top 10. Là, c'est quoi? C'est Ethereum et BNB, tout simplement. Tu n'es pas rassasié, retrouve à gauche le Zap Crypto de la veille et à droite le Zap Crypto de l'année dernière, jour pour jour. Tu as trouvé une ou plusieurs actus intéressantes? Fais-le moi savoir en commentaire.